tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on revient pour une vidéo concernant les perturbateurs endocriniens dans le ménage écolo. Donc j'ai Julie Aimé, naturopathe, qui nous rejoint pour cette intervention et qui va un petit peu nous expliquer le rôle des perturbateurs endocriniens et leurs conséquences en fait sur la santé. Donc Julie, si tu veux te présenter, je te laisse dire un petit mot. Oui, bonjour à tous et merci Émilie de me recevoir sur ta chaîne. Je suis naturopathe donc depuis plusieurs années. J'ai un cabinet à Antibes et je propose aussi des programmes en ligne pour améliorer la santé et retrouver l'équilibre et surtout l'harmonie au naturel. Voilà. Et tout au long de mon parcours, je me suis rendu compte aussi que les perturbateurs endocriniens avaient énormément de liens par rapport à la santé et surtout par rapport à la problématique de poids. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas forcément, où on ne fait pas forcément le lien. Et oui, ça doit jouer sur les hormones, non? Ah, pas que, mais oui. D'accord. Alors, bon, mais on va commencer. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le ménage écolo, on va essayer un petit peu de le démystifier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de passer au ménage écolo parce qu'on a plein d'a priori. On se dit que si on n'utilise pas de la javel, on ne désinfecte pas. Si le produit ne mousse pas, ben, c'est que ça ne fonctionne pas. Ou alors, on fait une surconsommation de produits. On a également des produits qui ne sentent pas très bon, comme le vinaigre blanc. On me dit, ouais, mais tu comprends, le vinaigre blanc, ça sent pas très bon, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et forcément, ben, tout ça, en fait, ça va être des freins à l'utilisation du ménage écolo. On se dit également que c'est une perte de temps, qu'on n'a pas le temps de fabriquer ces produits, parce que voilà, il faut faire des DIY, il faut faire des compositions. Sauf qu'il faut penser aussi que vous avez dans les produits de ménage écologie des produits qui vont être multi-usages. Donc à partir du moment où c'est multi-usage, vous pouvez les utiliser à l'avance, vous allez pouvoir les utiliser pour plusieurs endroits dans votre maison. Donc c'est aussi un gain de temps et sans bien sûr oublier que c'est aussi un gain d'argent. Il y a également tout ce qui est emballage verts, on va dire, qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle du greenwashing, qui sont trompeurs. Aujourd'hui, vous pensez que vous allez utiliser des produits écolos parce que vous allez avoir une belle prairie ou senteur lavande, etc. Et quand on regarde la composition, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de produits écolos, qu'alors c'est vraiment une infime composition, hein, ça peut se retrouver dans les produits cosmétiques, etc. C'est pareil, voilà. Tout cet aspect marketing est trompeur et c'est là, en fait, où on va se tromper. Alors, on va commencer un petit peu à regarder dans quels produits on peut les retrouver, ces perturbateurs endocriniens, dans notre ménage au quotidien, mais tout simplement dans un petit peu tout. C'est-à-dire dans tout ce qui est spray, assainissant, désodorisant, anti-acarien, tout ça, ça va polluer l'air, ça va vraiment dégager ce qu'on appelle des COV, des composés organiques volatiles qui vont polluer votre air intérieur. Vous allez les respirer indirectement. Vous avez également beaucoup de produits d'entretien ménager qui contiennent aussi ces substances volatiles et en plus dans leur composition qui ont des produits toxiques et chimiques qui vont déjà avoir des problèmes au niveau de vos muqueuses, de votre peau, de votre appareil respiratoire, mais aussi pour l'environnement parce que vous allez les déverser dans vos canalisations et ça va se retrouver forcément dans la nature. On peut retrouver également beaucoup de produits qui vont avoir des perturbations sur la peinture, en fait. La peinture, aujourd'hui, est toxique. Tout ce qui est meubles neufs, notamment le bois aggloméré, l'encens, les bougies parfumées, les lingettes. Hein, en ce moment, on utilise beaucoup de lingettes avec le Covid pour désinfecter tout ça. Attention. Les lessives aussi. Il y a également beaucoup de dangers aussi par rapport à l'utilisation des lessives. Donc, je vous invite à vous rapporter justement à mes vidéos sur le danger des lessives, etc. Et également aussi, on n'y pense pas tout le temps, mais il peut y avoir aussi des dangers lorsqu'on fait des mélanges qui ne sont pas appropriés. Je vous cite un exemple, par exemple la javel, il ne faut surtout pas la mélanger avec un produit acide parce que ça va libérer donc, du gaz, notamment de l'ammoniac, et qui va vraiment provoquer des irritations au niveau des yeux, des crises d'asthme, etc. Et donc voilà, donc, on ne s'amuse pas quand on ne sait pas à faire des mélanges au hasard, on ne joue pas aux chimistes parce que ça peut s'avérer dangereux, même si on se dit qu'on est avec des produits naturels. Donc, quels sont les effets de ces produits toxiques? Je vais laisser maintenant Julie vous en parler et qui va nous parler en fait de leurs conséquences sur la santé.
Oui, tout à fait et je voulais revenir un petit peu sur ce que tu dis au niveau de la javel, en fait, parce qu'on ne s'en rend pas bien compte, mais la javel, au contact d'un pH acide, donc du vinaigre ou même d'un détartrant, en fait, ça libère donc du dichlore qui est un gaz qui était utilisé pendant la Première Guerre mondiale pour, mener à la mort. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, un tantinet dangereux et puis alors, c'est vrai qu'on parle souvent des perturbateurs endocriniens, mais vraiment, est-ce qu'on sait ce que c'est un perturbateur endocrinien? En fait, c'est une molécule chimique qui est aussi appelée xénohormone et en fait qui peut modifier la production, la diffusion, mais également l'élimination des hormones naturelles et qui peut agir à leur place au niveau des récepteurs. Parce que sur chacune de nos cellules, on a des récepteurs et on a notamment des récepteurs à hormones. Cela en fait de ce qu'on appelle des œstrogènes-like, qui sont capables en fait de mimer les effets des œstrogènes. Les œstrogènes, ce sont des hormones naturelles qui sont fabriquées naturellement par la femme. Donc, c'est ce qui explique pourquoi ils peuvent modifier ces perturbateurs endocriniens, l'identité sexuelle d'un bébé in utero, mais également entraîner des malformations génitales, de l'infertilité et des cancers hormonodépendants. Il faut savoir aussi que les perturbateurs endocriniens se stockent dans la graisse. Donc, plus on a de graisse, plus on est gros, plus on stocke les perturbateurs endocriniens. Et en même temps, ces perturbateurs endocriniens vont agir aussi au niveau du poids et au niveau du surpoids. Et on voit que les enfants qui ont été plus exposés par exemple au BPA, hein, qui est un perturbateur endocrinien, en fait, ont 2 fois plus de risques d'être obèses que les enfants qui n'y ont pas été exposés. Donc ça, c'est pas très drôle. Alors effectivement, les perturbateurs endocriniens, on les retrouve énormément. Donc effectivement, dans les produits ménagers, on les retrouve aussi dans plein de choses que tu as dit. On en retrouve aussi beaucoup dans les rivières, dans les poissons et dans les sols, dans l'environnement, parce qu'une fois que c'est parti, on se dit oui, ça pollue l'environnement. Bon, on peut y être plus ou moins sensible, mais le problème, c'est que ces perturbateurs endocriniens sont persistants, c'est-à-dire qu'ils ne s'en vont pas. Donc, ils restent là. Donc, on peut avoir eu des interdictions de parabènes, etc. Le problème, c'est que ça reste dans l'environnement et que c'est toujours là et que ça continue de le polluer, en fait. On ne dépollue pas nos environnements, nos rivières, l'air, etc. Donc, malgré nous, on est pollué en permanence par ces perturbateurs endocriniens. On retrouve un petit peu la chaîne alimentaire. C'est exactement ça. C'est pour ça aussi qu'on déconseille, de manger des poissons, gras trop gros qui peuvent avoir, beaucoup de perturbateurs endocriniens comme le saumon, le thon, mais aussi l'espadon. Voilà. Les perturbateurs endocriniens, on en trouve aussi dans les crèmes et dans les huiles solaires non bio. Donc, faites attention vraiment ce que vous mettez sur votre peau, en fait. Dans les cosmétiques, on en retrouve aussi énormément. Et on peut en retrouver aussi dans certains médicaments comme le paracétamol. Voilà. Je ne savais pas. Oui, et on retrouve même du plomb. Voilà, c'était pour la bonne nouvelle et on en retrouve aussi et ça, c'est quelque chose qu'on sait un peu moins dans tout ce qui est, textile parce qu'on utilise un produit qui s'appelle le PBDE qui est hyper difficile à dire, donc je tairai son nom, je ne dirai que l'abréviation. Dans tout ce qui est, retardateur de flamme. En fait, dans les moquettes, dans les rideaux, dans les couettes, dans les oreillers, même dans les tissus des voitures, il y en a partout. Et ça, voilà, c'est un gros perturbateur endocrinien et notamment un perturbateur endocrinien de la thyroïde. Alors du Ouais. coup, maintenant Au niveau des textiles, l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, les textiles bio et tout ça sont très chers. Donc, c'est vrai que ça, c'est un petit peu moins abordable et ça devrait être un peu plus démocratisé, je dirais, pour qu'on puisse justement avoir accès, en fait. Parce que, voilà, après, c'est vrai que si on fait tous les jours un petit peu d'efforts au quotidien sur ne serait-ce que l'alimentation, un petit peu les produits ménagers, etc., forcément, on cumule beaucoup moins. Pareil pour les cosmétiques, on en cumule beaucoup moins. Parce que forcément, c'est des petites doses, mais une petite dose plus une petite dose plus une petite dose, ça fait une grosse dose. c'est exactement ça et surtout, en fait, les perturbateurs endocriniens, il suffit d'une toute petite dose pour que ça joue énormément et surtout les enfants sont très sensibles, aux perturbateurs endocriniens et ça les perturbe beaucoup plus, que nous. Alors même déjà nous, ça nous perturbe, mais les enfants encore plus, en fait.
Voilà. Donc en gros, des perturbateurs endocriniens, il y en a dans l'air, il y en a dans l'eau, il y en a dans les aliments, il y en a dans les logements, il y en a dans les transports, il y en a dans les lieux de travail, il y en a dans les cosmétiques, il y en a aussi dans les jouets, hein, on parlait des enfants. Et ils contaminent nous, les enfants, les maris et également les animaux. Alors, les conséquences sur la santé au niveau des femmes enceintes, du fœtus et des enfants, il y a des risques de fausses couches, de pathologies aussi pendant la grossesse, de malformations, mais aussi l'augmentation d'allergies et d'intolérances alimentaires. Il faut savoir à peu près qu'il y a plus 20% d'intolérance alimentaire par an en France. On augmente aussi le risque de surpoids, du risque de développement du fœtus et y compris du développement cérébral. On a remarqué une diminution de 7 points de QI à peu près pour les personnes, en tout cas les enfants, qui étaient exposés aux perturbateurs endocriniens. Ça peut jouer également sur tout ce qui est l'hyperactivité, hein, le fameux TDAH, et l'autisme. Et ça, on en parle beaucoup, mais c'est important. L'autisme a bondi de 400 à 2900% dans les pays industrialisés. Voilà. Alors, il faut savoir que les perturbateurs endocriniens altèrent la perméabilité digestive et sont pro-inflammatoires. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui va amener toutes les conséquences de santé. Donc, les premières, je les ai citées pour les femmes enceintes, mais il y a aussi le surpoids. Aujourd'hui, l'OMS met les perturbateurs endocriniens comme l'un des 10 facteurs les plus importants de surpoids et de diabète dans le monde, ce qui est quand même assez important. Et puis, ça joue aussi beaucoup sur la fertilité, que ce soit des femmes, mais également des hommes, parce que ça baisse énormément les spermatozoïdes, la production de spermatozoïdes. Évidemment, s'il y a un dérèglement au niveau hormonal, les hommes aussi sont un petit peu impactés. Et c'est pour ça aussi que dans certains pays ou même dans certaines rivières, dans les pays, on voit de plus en plus de naissances de filles par rapport aux garçons. En tout cas, les chiffres évoluent dans ce sens. Et dans les rivières, à un moment donné, on avait comptabilisé le nombre de poissons femelles qui était aussi beaucoup plus important. Et il y avait des problématiques de reproduction, tout simplement. Alors, au niveau du cancer, faire un petit focus là-dessus, parce qu'effectivement, les perturbateurs endocriniens peuvent provoquer le cancer. Il faut savoir qu'en France, il y a eu en 25 ans une augmentation du cancer du sein de plus de 40%, ce qui est juste énorme. Alors, en cause, il y a ces fameux œstrogènes-like, donc ces perturbateurs endocriniens. Il faut savoir aussi que les animaux ont des œstrogènes, hein. Par exemple, on boit du lait de vache. Il faut savoir que le lait de la vache a été produit que si elle a eu un veau. Donc forcément, il y a des œstrogènes en grosse quantité. Et puis, il y a toute cette notion aussi de rejet. Quand on prend la pilule, à un moment donné, les rejets de pilule, on fait pipi. Et ça va dans les os, en fait. Et comme les perturbateurs endocriniens sont persistants, ça va rester. Alors, ils favorisent en fait les perturbateurs endocriniens, le risque de cancer hormonodépendant par des mécanismes qui s'amplifient les uns les autres. Donc, c'est en plus entrelacé. Donc, il y a une production hormonale par des effets œstrogènes-like. Il y a aussi une augmentation du nombre de récepteurs aux hormones, un effet prolifératif indépendant des hormones, mais également un effet pro-inflammatoire. Et cette inflammation, c'est le lit des pathologies lourdes et qui peut être le lit aussi, bien sûr, du cancer. Il y a une altération de la perméabilité digestive, donc ce qui favorise aussi l'inflammation et ce qui favorise aussi le surpoids. Donc, il y a plein de choses qui sont entremêlées. Et puis, l'augmentation du surpoids et du diabète qui aussi peut jouer au niveau du cancer. Et enfin, les perturbateurs endocriniens diminuent énormément l'activité du système immunitaire. Alors, j'ai une petite question, parce que justement, je pense que mes auditeurs vont me poser la question. Par rapport à l'alimentation, est-ce que les perturbateurs endocriniens au niveau ménage sont peut-être moins dangereux parce qu'on ne les ingère pas? Non, c'est pareil. Voilà.
Non, tout ce qu'il y a dans l'air, on l'ingère. C'est comme tout ce qu'il y a sur la peau, on l'ingère. Par exemple, c'est vrai que ça, souvent, on fait pas la différence. C'est sur la peau, ma crème, c'est pas grave. En fait, en naturopathie, on dit mets-toi sur la peau ce que tu pourrais manger. Donc, si la crème au goût, tu la manges pas, bah, tu la mets pas sur la peau. C'est un peu le principe des patchs anti-tabac. Bah, tout ce Oui. qu'il y a dans le patch, il rentre dans la peau. C'est pour ça que ça fait effet, en fait. Donc, dans l'air, c'est Sur un pareil. plan de travail, on met de l'alimentaire. Si on utilise de la javel, ça peut se transférer. C'est pour ça que d'utiliser un produit ménage écologique, c'est quand même beaucoup mieux. Mm. Et est-ce qu'il existe un moyen justement pour doser en fait ce niveau de perturbateurs qu'on pourrait avoir dans notre corps? L'oligoscan, non, on ne peut pas savoir avec ça. J'ai pas forcément de retour. Non, je trouve pas que ce soit une méthode, fiable. Je sais qu'on peut faire un dosage, une étude du cheveu, voilà, par rapport à ça. Hein. Mais, de toute manière, pour moi, on est tous intoxiqués. Oui, forcément. Enfin, après, quel est, l'intérêt finalement de se faire doser peut-être, en fonction des seuils et cetera? Mais, voilà, finalement, c'est pas forcément ça la prévention et dans le cas des perturbateurs endocriniens, c'est vraiment de la prévention, mais dans tous les sens, donc exactement ce que tu disais, donc le ménage, les produits pour la peau, aussi l'alimentation, aussi l'environnement où on vit, c'est hyper important parce que les airs intérieurs sont très pollués. Les meubles sont très pollués, à l'intérieur des voitures aussi, c'est pollué et cetera. C'est même plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur et puis faire régulièrement des cures de détox pour essayer, d'éliminer, aussi, ces perturbateurs. Voilà. Mais je te remercie, Julie. Donc, du coup, en fait, quelles sont les solutions pour les éviter, hein? Comme Julie nous a dit, il faut vraiment prévenir. Donc, on va commencer à penser à aérer l'air intérieur. Il est important d'ouvrir les fenêtres minimum 10 minutes par jour, surtout quand vous bricolez, vous cuisinez, vous prenez votre douche, etc. Et même quand vous faites le ménage, matin et soir. Pourquoi? Pour qu'on ait en fait une concentration au niveau de la pollution de l'air intérieur moindre. Mmh. On veille également aux aérations. Surtout, ne bouchez pas vos aérations sur les baies vitrées, sous les portes, etc. C'est important que l'air circule justement pour qu'il se renouvelle et pour justement, comme je vous disais tout à l'heure, pour éviter que votre air intérieur soit pollué. On pense également, lorsque vous achetez des meubles neufs, surtout en bois aggloméré, de vite jeter les emballages, de faire en sorte d'aérer en fait pendant 15 jours, voire même plus régulièrement, parce que ça va libérer en fait ces composés organiques volatiles qui vont petit à petit vous polluer, hein, parce que c'est composé de produits chimiques et du coup forcément, si vous pouvez, privilégier les meubles en bois, hein, en bois massif surtout, parce que voilà, vous aurez beaucoup moins de produits chimiques. C'est vrai que moi, quand on m'a dit il y a des produits chimiques dans les meubles, ah bon, voilà. Oui. On n'y pense pas, on se dit non, que les produits ménagers, etc. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas que ça dégage en fait des choses. Voilà. Et ensuite, deuxième solution, c'est de passer en fait au ménage écologique. Alors, il faut savoir que depuis le 1er septembre 2013, tous les produits qui sont utilisés lors de la construction ont une étiquette donc de niveau d'émission des polluants. Donc, je vais vous la partager pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à ça. Donc, vous avez un niveau A+, A, B et C. Et forcément, plus vous avez un niveau A, et moins, en fait, ça va dégager des produits nocifs. Ensuite, on va vérifier les labels. Pourquoi? Parce que les labels sont quand même un petit peu des indicateurs, même s'ils ne sont pas à 100% clean, hein, parce que forcément, il y a des subventions qui sont payées pour avoir certains labels, il y a des marques qui n'ont pas l'argent pour payer ces subventions et qui sont pour autant en fait, clean. Et donc, du coup, en fait, ce n'est pas, on va dire, un gage de qualité, mais on va dire que ça regroupe un petit peu moins de produits toxiques que ça peut en avoir. Donc, vous avez les labels comme Écolabel, Nature et Progrès, EcoCert. Et voilà. Alors, par contre, Nature et Progrès, c'est vraiment un label qui, lui, on va dire qu'il est vraiment 100% naturel par rapport aux autres. Mais après, c'est vrai que voilà, vaut mieux acheter, si vous avez la flemme de faire vos produits, un produit, je dis, qui est moins nocif que de prendre rien du tout. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent attends, si tu ne fais pas tes produits toi-même, je vois pas à quoi ça sert. Pour moi, c'est mieux d'avoir un minimum, voilà, de faire un peu, que de rien faire du tout. Ça sera toujours mieux. Après, c'est sûr que
La dernière solution, c'est de passer vraiment aux produits écologiques et de faire vos produits vous-même. Voilà, Julie, je pense que tu ne vas pas me contredire si je te dis que forcément, faire sa cuisine et faire ses produits, ses propres recettes, avec des produits bruts, c'est beaucoup mieux que d'acheter des choses qui sont transformées. C'est pareil en ménage écologique. Il vaut mieux utiliser directement du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, des produits de base, voilà, l'acide citrique, etc., pour faire ces produits. En plus, en ce moment, on a une problématique avec la crise sanitaire où on a une surconsommation de javel. Ça a été vraiment l'explosion. Donc là, autant vous dire que l'écologie, on n'entend plus parler. Il faut savoir en fait que au quotidien, pour nettoyer votre maison, vous n'avez pas besoin en fait de tout ça. Le savon de Marseille et le vinaigre blanc vont tout à fait faire leur effet pour nettoyer les bactéries du quotidien. D'ailleurs, quand vous vous lavez les mains contre le Covid, etc., vous utilisez du savon, vous n'utilisez pas de la javel sur vos mains. Donc, du coup, ça va avoir aussi son effet pour désinfecter les bactéries. Et là où vous risquez le plus d'attraper en fait les bactéries, quelque part, le virus, ça va être avec tout ce qui est surface de contact. Là où vous allez pouvoir le transmettre, donc téléphone, poignet, interrupteur, les claviers, les tablettes. Donc là, ce que je vous conseille, c'est que plutôt que d'utiliser de la javel, utilisez plutôt de l'alcool à 70 degrés, parce que voilà, ça va permettre déjà de désinfecter et du coup, ça sera beaucoup moins nocif. Par contre, faites attention sur certaines surfaces, comme les surfaces vernies, etc. Ça peut les agréger et vraiment poser problématique. Mais on en trouve encore de l'alcool à 70 ? Oui, on en trouve de l'alcool à 70, oui. D'accord, je croyais que c'était interdit à la vente. Peut-être que ça a été dernièrement. Je sais que j'en ai dans ma pharmacie, j'en ai utilisé il n'y a pas longtemps. D'accord. Voilà. Après, tu as aussi tout ce qui est alcool ménager, qui est aussi très efficace. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi que le vinaigre blanc, il y a différents degrés d'acidité, ce qu'on appelle l'acide acétique. Vous avez des degrés qui vont aller à 8 degrés jusqu'à 14 degrés. Et plus le degré est élevé, plus le vinaigre va être acide, donc plus il va être bactéricide, et fongicide, etc. Donc ça, quand vous voulez vraiment désinfecter, etc., prenez une acidité qui est supérieure. Voilà. Pas pour nettoyer votre salade, bien sûr. Voilà, donc si vous voulez avoir encore plus de conseils et tout ça, n'hésitez pas à regarder mes vidéos sur ma chaîne, à voir aussi les vidéos de Julie sur sa chaîne également qui vous donnera des conseils santé. Et vous retrouverez aussi en barre d'infos donc des liens de sites fiables sur lesquels vous pouvez commander et aussi le lien pour commander mon livre que j'ai écrit justement pendant le confinement sur comment débuter dans le ménage écolo avec des recettes et des fiches explicatives sur chaque produit, le vinaigre blanc, l'acide citrique, etc. Super. Voilà, je te remercie Julie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'était parfait, c'est super. Et je voulais rajouter quelque chose par rapport à la javel et au vinaigre. Non, en fait, souvent, voilà, c'est ça. Je voulais juste rajouter qu'en fait, on a l'impression que c'est difficile. Et en fait, le plus difficile, c'est de s'y mettre. Et une fois qu'on s'y est mis, la première recette, c'est assez simple quand même de faire du ménage naturel. Après, ça devient un automatisme, ça devient voilà, on a l'habitude d'utiliser tel produit, on sait que. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de produits qui sont multi-usages, donc autant vous dire qu'on se prend moins la tête après. Tout à fait. Voilà. Merci, Émilie. Allez, merci, Julie. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.